Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette 16e édition d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms pour les professionnels. Et pour décrypter et analyser cette actualité, comme chaque semaine, je suis en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, premier sujet qui a retenu votre attention cette semaine, c'est un retour, un point sur ce qui a été finalement le grand événement du secteur IT Pro de l'année dernière, la fusion de MC, enfin le rachat plus exactement, de MC par Dell Technologies, et l'occasion peut-être de faire un petit point sur l'organisation, où on en est de cette fusion, au niveau, j'allais dire, franco-français. Exactement, donc on n'a pas appris grand-chose, mais enfin c'était intéressant de faire le point, précisément pour savoir ce qui se passe, comment ça se décline, comment ce que vous avez décrit se décline sur la France. En fait, il y a deux choses importantes à retenir, c'est que, Dell Technologies, puisqu'on parle de Dell, mais en fait Dell existe, c'est juste la marque maintenant des PC. Dell Technologies, qui est la nouvelle marque ombrelle de toutes les activités Dell. Qui est la maison mère, en fait, c'est une manière. Oui, si on peut dire. Dell Technologies en France est organisée avec une direction bicéphale. Donc c'est deux Stéphane, Stéphane Barberet et Stéphane Huette. Et donc il y en a un qui est responsable de toute l'activité. Alors là c'est des anglicismes, donc c'est commercial. En fait commercial c'est les PME, c'est les petites et moyennes entreprises. Et puis le secteur public. Donc il y en a un qui a ça comme activité et l'autre qui a le secteur des grandes entreprises. Donc c'est le SBF 120 et puis le CAC 40. Donc ça, c'est l'organisation générale. Et le deuxième point, c'est que quand on avait rencontré des gens de Dell successivement, ils avaient dit, à la fin février, on aura mis en place un programme de partenariat et de distribution pour permettre de fonctionner avec la nouvelle entité. Et effectivement, ça a été confirmé. Le programme partenaire, donc programme partenaire, ça veut dire qui sont les partenaires, quels sont les produits, les niveaux de certification, les ristournes, etc. Enfin, toute la politique commerciale a été définie, mise en place pour cette entité Dell Technologies France. Donc ça veut dire qu'en gros, sans faire de jeu de mots ni d'allusions à ce qu'on dit actuellement, Dell Technologies est en marche avec cette nouvelle organisation. Il faut quand même rappeler que c'est quand même pas n'importe quoi ce qui s'est passé. Quand on compare Dell il y a 10 ans et Dell Technologies aujourd'hui, finalement... oui, ça ne peut rien avoir. Exactement, c'est un peu comme IBM, mais sauf qu'on a peut-être une perception peut-être un peu moins claire. Dell, il y a 10 ans, donc vous vous souvenez, Dell était un peu au fond du trou. Kevin Rollins était le patron, le CEO. Il est parti et Michael Dell a repris les choses en main. Voilà, il a repris les rênes de l'entreprise et il a commencé une longue mais durable et profonde transformation de l'entreprise. À l'époque, finalement, Dell, c'était un gros fournisseur de PC, même s'il disait le contraire, qui avait eu une idée géniale des années plus tôt, donc c'était la vente directe, et qui avait mis en place une supply chain qui fonctionnait à merveille. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, Dell Technologies, c'est un fournisseur d'infrastructures avec le catalogue sans doute le plus large de toute l'industrie. Donc c'est une révolution dont on n'a pas idée, mais qui est quand même... et au passage, un modèle de distribution qui a complètement changé. Complètement changé. Ils sont passés par la distribution indirecte. Alors pas seulement, ils ont les deux. D'ailleurs, pour ce qui concerne la France, a priori, donc on sait, EMC c'était plutôt les gros comptes en direct, et Dell c'était plutôt la distribution via des partenaires. Ils en étaient un peu arrivés à ce modèle-là. Et donc ils fusionnent les deux, et a priori, l'idée, c'est de renforcer un peu le réseau de partenaires, de distribution, et donc que ça passe. Alors les chiffres sont pas très précis, mais ils disent actuellement on en est à peu près à 50% via les partenaires, et on va monter jusqu'à 60%. Donc c'est vraiment un pari sur le partenariat. Et pour en revenir à la manip, si on peut dire, de Michael Dell, il a quand même, c'était une société cotée en bourse. Il est sorti de la bourse, il a racheté l'entreprise, donc lui en partenariat avec Silver Lake, donc c'est une répartition à peu près 80-20, donc il est devenu propriétaire de son entreprise, lui, à titre personnel, de l'entreprise. Donc l'idée, on le sait, c'était pour sortir de la tyrannie marché et avoir une vision à long terme.
Il a racheté EMC, donc le plus gros rachat de toute l'industrie IT, 67 milliards de dollars, pour faire cette fusion et donner naissance à un géant de l'IT aujourd'hui de 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Sachant que dans la corbeille de la mariée, il y avait VMware, dont je dirais, le fonctionnement est un peu à part. Puis on le comprend très bien, puisque VMware travaille avec Dell, mais travaille aussi avec tous les acteurs du marché, donc ils doivent avoir ce statut un peu à part. Un peu à part. Donc dans tout ça, il y a RSA, il y a SecureWorks, il y a Virtustream, donc alors Pivotal aussi est un petit peu à part. Donc dans l'ombrelle Dell Technologies, maintenant, en gros, c'est un commercial qui vend la totalité de tous les produits. Donc c'est quand même une grosse simplification qui était pas évidente à mettre en œuvre et qui, au dire des deux nouveaux dirigeants de Dell Technologies France, est en marche et donc peut commencer à fonctionner selon ce nouveau principe. Ce qui est intéressant aussi à retenir, c'est qu'en général, quand il y a fusion de deux entreprises, évidemment, il y a toujours 1 plus 1, ça fait 1,5. Il y a toujours beaucoup de départs. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas tout à fait le cas. Bon, évidemment, il y a toutes les fonctions de support qui ont été un peu optimisées, donc il y a eu des départs. Mais en revanche, je dirais que l'association des deux solidifie un peu la nouvelle entité et donc l'entreprise à nouveau périmètre fait le pari de se développer encore et investit sur l'effort commercial. Donc là, en l'occurrence, la nouvelle entité, finalement, aurait presque plus de salariés, a plus de salariés, pas beaucoup, mais que la somme des deux réunis. Donc là, en l'occurrence, 1 plus 1, ça fait plus que 2,5 en fait, si j'ai bien compris. Peut-être pas 2,5, mais un petit peu plus que 2. Donc c'est quand même... alors évidemment, c'est un pari, parce qu'il y a encore des dettes à rembourser. Est-ce que véritablement Dell va arriver à transformer ce pari? Bon, c'est pas... Mais en tout cas, d'ailleurs, il y a une partie déjà du portefeuille produit qui a été vendu. Ou qui a été vendu, puisqu'il n'était pas l'ex-Quest, qui finalement se rappelle à nouveau Quest. Absolument. Donc ça, c'était normal. Pour deux raisons, sans doute. C'est des raisons financières. Il fallait aussi récupérer un peu de cash pour payer 67 milliards. Il faut les trouver. Et puis, bon, c'était peut-être pas dans le portefeuille produit qui était peut-être un peu dupliqué avec ce qu'il y avait chez EMC. Mais néanmoins, bon, jusqu'à présent, sans s'impliquer trop, c'est quand même un parcours assez... on va dire, exemplaire, le mot était peut-être un peu fort, mais en tout cas... assez étonnant. En tout cas, en plus, l'inverse finalement de mouvements d'autres acteurs, parce que HP par exemple, et maintenant HPE se concentre, IBM est en train de sortir, ou quasiment sorti du hardware. C'est trois directions qui sont complètement différentes, dont on a parlé au fur et à mesure, et effectivement, peut-être que la plus lisible, et en tout cas, peut-être IBM, on verra ce que ça donne. Watson, on a parlé d'un contrat la semaine dernière avec le Crédit Mutuel. Donc peut-être que c'est un pari aussi qui va être gagné, mais en tout cas, on en a parlé, 20 trimestres consécutifs de baisse du chiffre d'affaires. Donc le pari n'est pas encore transformé. En tout cas, pour Dell, véritablement maintenant, finalement, Dell est le numéro 1 du secteur de l'IT. Donc, on ne l'aurait pas forcément dit il y a 20 ans, lorsque Dell vendait ses PC sur catalogue. Très bien, écoutez, on aura sûrement là pour le coup, en disant qu'on va en reparler, on ne se prend pas trop de risques. Autre sujet dont on commence à beaucoup parler, c'est, alors il ne faut pas que je me trompe sur l'acronyme, la fameuse GDPR, donc la loi européenne sur les données, mais vous allez nous expliquer ça en long, en large, en travers, qui est en train de, peut-être pas angoisser, mais en tout cas de mettre la pression sur les organisations, quelles qu'elles soient d'ailleurs, compte tenu des contraintes juridiques, techniques que ça impose pour l'organisation d'entreprise. Et d'ailleurs, pas seulement les entreprises, ça concerne toutes les organisations, si j'ai bien compris. Absolument. Alors, bon, là, effectivement, l'acronyme, on peut se mélanger un peu, parce qu'il y a l'acronyme anglais et français. Donc, la GDPR se traduit en un acronyme français qui est différent. Donc, on utilise l'acronyme anglais, et puis après, on le décline en français. Donc, ça engendre un peu de confusion. En gros, effectivement, c'est la réglementation sur les données générales personnelles. Donc, l'idée, c'est... Alors, la date, l'échéance, c'est mai 2020.
2018, Ouais, donc c'est ça fait dans un an, hein. hein, c'est bientôt. Je ne veux pas dire que c'est demain, mais on en parlera sans doute. Ce qu'on appelle données sensibles, c'est quoi? C'est les données personnelles, c'est les données sur votre carte bleue, c'est les données sur votre compte en banque, c'est vos données de santé, donc ça ce sont les données sensibles. Et en gros, l'idée de la GDPR, donc je vous la définirai pas en détail parce que je ne connais pas toutes les arcanes, mais en gros l'idée c'est il faut que les entreprises mettent en place une gestion de ces données personnelles, donc justifie de dire où elles sont stockées, comment on y accède. En gros, c'est expliquer de manière détaillée comment ces données personnelles sont traitées, stockées et accédées. Donc je dirais que c'est une contrainte qui est quand même très forte. Et comme vous l'avez dit, cette GDPR, elle s'impose donc sur l'ensemble des entreprises qui ont une activité sur le continent européen. Pour une fois, finalement, l'Europe impose un modèle, une réglementation globale, unique. Non seulement aux sociétés européennes, mais aussi étrangères et dont américaines. Là, on rend un peu la pièce aux entreprises américaines. Donc, ça veut dire que les entreprises doivent se mettre en conformité avec ces nouvelles réglementations. Si elles ne le font pas, alors après, est-ce qu'on aura les moyens coercitifs pour mettre en place les systèmes d'amendes? Ça, c'est une autre chose. En tout cas, en théorie, les amendes qui sont prévues sont non négligeables, puisque c'est de 2 à 4% du chiffre d'affaires, plafonné à 100 millions d'euros, je crois, de mémoire. Donc, en gros, ça peut aller loin quand même. Ça peut aller loin. Et donc, il y a eu deux enquêtes qui ont été faites simultanément. C'est pour ça qu'on s'est penché sur la question, qui était intéressante. L'une réalisée pour Veritas et l'autre pour Citrix. Et la conclusion de tout ça, c'est que, bon, la première, c'est alors évidemment, il y a plein de données, mais qu'est-ce qu'on peut en tenir? C'est que la première, c'est que 2/3 des entreprises, en gros, savent qu'il y a la GDPR et savent que c'est en mai 2018. Donc on peut se dire c'est rassurant, mais ça veut dire qu'il y en a quand même un tiers qui est complètement passé au travers. Donc ça, c'est déjà. Le deuxième enseignement, c'est que la moitié seulement, ou la moitié, alors évidemment c'est toujours le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais la moitié ont engagé je dirais, la mise en place des infrastructures et des systèmes nécessaires pour traiter ce problème de la GDPR. Alors, on peut se demander... Il reste quand même une moitié qui a moins d'un an. Et puis, est-ce que, évidemment, selon que vous êtes une PME ou selon que vous êtes... un groupe du CAC 40, c'est pas la même problématique, c'est pas la même chose. Donc, est-ce qu'un an, c'est suffisant? Enfin, je vous dirais franchement, j'en sais trop rien. Mais en tout cas, on se souvient du bug de l'an 2000, où la date était arrêtée. Là, on peut dire, effectivement, c'est mai 2018, et puis on se rendra compte qu'on arrive à l'échéance et qu'on n'y est pas du tout, donc on va accorder un délai de 6 mois, c'est possible. Mais en tout cas, il y a une échéance. Donc c'est quand même assez préoccupant. Et effectivement, dans les résultats de ces deux enquêtes, il y a une proportion importante, parce que je crois que c'est de l'ordre de 3/4, des entreprises qui sont préoccupées sur le fait de savoir si elles vont être capables ou pas de mettre ça en œuvre. Et il y en a quand même 20%. Alors, je pense que là, finalement, ça ne veut plus dire grand-chose, mais enfin, c'est un peu ce qu'il faut en tenir, c'est que 20% s'inquiètent du fait que ça pourrait les obliger à mettre la clé sous la porte. C'est-à-dire qu'en gros, les amendes seront telles qu'elles ne pourront pas... bon, alors évidemment, encore une fois, je vous dis la date, c'est mai 2018, ça sera peut-être repoussé. Après, évidemment, pour faire payer une amende, il faut faire un contrôle. Enfin, je veux dire, ça ne va pas se faire en 2 jours. Mais néanmoins, ça veut dire qu'il y a une préoccupation. 20%, c'est quand même... c'est pas négligeable. Donc, c'est un problème, là, pour le coup, aussi, dont on reparlera certainement de plus en plus au fur et à mesure que l'échéance s'approche. C'est sûr. Un an, c'est demain. Alors, écoutez, encore une fois, on y reviendra sûrement dans quelques semaines, voire quelques mois. Alors, autre sujet, qui est d'ailleurs en partie lié, parce que ça pose aussi des questions de matière de données, c'est la migration des postes Windows, avec un mouvement qui se dessine vers Windows 10, un mouvement assez large finalement. Oui. Alors, je fais le lien entre les deux actualités parce qu'on sait qu'il y a eu pas mal de questions sur les données récupérées par Microsoft au travers de Windows 10 sans que ce soit forcément très transparent. Mais là, le sujet, c'est plus l'accélération de la migration du parc, notamment au niveau des entreprises, oui. De la legacy Windows X, Y, Z vers Windows 10. Alors effectivement, donc là c'est une enquête, enfin une étude qui a été faite par le Gartner sur 8 pays.
dont la France et les États-Unis et la Chine, et puis 3 autres pays. Donc sur un échantillon qui semble assez représentatif et qui contredit un petit peu, enfin qui nuance ce qu'on avait dit jusqu'à présent, où on disait que bon... Personne ne migrait Ouais, finalement. et là l'idée c'est quand même qu'en 2017, il va y avoir une accélération assez importante vers Windows 10 et qu'à la fin 2017, 85% des entreprises auront engagé la migration. C'est pas dire qu'elles l'auront finalisé, elles l'auront engagé. Donc, c'est quand même... Ils s'engagent beaucoup quand même, le Gartner. Oui, ils s'engagent. Alors, est-ce qu'on ira vérifier, est-ce qu'on ira compter? Bon, peut-être pas, mais en tout cas, je crois que l'idée à retenir, c'est qu'il y a une accélération de ce mouvement de migration. Alors, les raisons qui sont invoquées, c'est... La première qui est donnée en premier et qui se détache assez bien des autres, c'est pour des raisons de sécurité. La deuxième raison, c'est qu'a priori, Windows 10, il permet une intégration avec le cloud plus facile. Bon, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je dirais franchement, on n'a pas le temps de le détailler, mais bon, c'est un petit peu l'idée. Et puis il y a une raison aussi un peu négative, c'est l'arrêt du support de certaines anciennes versions. Donc ça j'avoue que je pensais que ça aurait été plus mentionné, mais bon, c'est une raison qui est pour le coup très, très concrète. Donc je dirais qu'une accélération importante, et ce qu'il faut retenir aussi de cette note du Gartner, donc basée sur cette enquête, c'est que finalement le temps nécessaire pour faire l'évaluation et la migration, en gros à partir du moment où il y a le chef qui dit il faut migrer sur Windows 10 et le moment où vous l'avez complètement déployé, c'est un petit peu raccourci. C'est-à-dire qu'il est passé de 23 à 21 mois. 21 mois, c'est presque 2 ans. C'est presque 2 ans quand même. Hein. C'est énorme, c'est énorme. Et je pense qu'effectivement, on l'a répété déjà à plusieurs reprises, mais on est peut-être arrivé au bout de ce modèle de migration, de nouvelles versions. Il faut vraiment qu'on s'en sortir parce que c'est un casse-tête pour les DSI et ils ont certainement mieux à faire que ça. C'est ce que je disais. A priori, Microsoft ne parle pas de Windows 11, Windows 12. Non. Ils ont une logique de, voilà, on a un système Windows 10 existant et on fait des mises à jour. Voilà, c'est ça, de manière régulière. Ça sent, et donc, ce serait une version effectivement plus intégrée en mode SaaS, on va dire. Donc, il n'y aura plus cette migration, c'est vraiment le terme. Bon, bah écoutez, on fera le point avec la prochaine étude du Gartner dans quelques mois. 85%, rendez-vous, ça sera peut-être 100%. Rendez-vous en 2018 pour faire le point avec la prochaine étude du Gartner. Alors, autre sujet, cette fois-ci, c'est pas de la semaine, c'est des semaines à venir. C'est la fameuse neutralité du net. Peut-être rappeler à nos lecteurs ce que ça encombre, ce que ça veut dire, et des évolutions liées à la nouvelle administration Trump qui sont assez importantes. Alors effectivement, donc, alors comme vous dites, c'est pour les semaines, mais sans doute pour les mois à venir, mais en tout cas, l'idée et le cap est donné. La précédente administration, et il y a des luttes internes entre les différents acteurs, mais avait affirmé le principe de la neutralité du net. Alors la neutralité du net, en gros, c'est quoi? C'est que toutes les données sur Internet sont traitées de manière égale. Et donc, pas de priorisation de la donnée. Voilà, donc c'est vraiment une donnée de base, et je pense que c'est vraiment là où la différence entre le monde de l'Internet et le monde des télécoms est fondamentalement différent par nature. Le monde des télécoms a été créé par des opérateurs qui contrôlaient tout, et donc l'intelligence était au cœur, et à l'extrémité, il n'y avait que des terminaux passifs. Alors j'allais dire stupide, mais passif, c'est un meilleur terme. L'Internet a été créé de manière complètement différente, c'est-à-dire qu'en gros l'intelligence était à l'extrémité, et ce qui a permis cette espèce de foisonnement d'innovation qu'on connaît depuis le début. Sauf que effectivement, entre-temps, donc l'internet c'est aussi des tuyaux, et sur ces tuyaux il y a des données qui passent, et parfois il y a des volumes de données qui prennent une place plus importante que d'autres. On le cite souvent comme exemple, c'est à des heures de pic d'audience, Netflix ça encombre 30% du réseau. Donc évidemment ça peut poser des problèmes. Et donc, autant les GAFA, donc les sociétés de l'Internet, sont favorables ils sont à fond derrière la neutralité du net, autant les opérateurs télécoms, notamment US d'ailleurs.
principalement aux États-Unis, hein, parce que c'est malgré tout, même si les États-Unis ont un peu lâché la bride, l'Internet c'est encore un peu contrôlé quand même pas mal par les Américains. Et donc les opérateurs américains, donc Verizon, Comcast, AT&T, eux, ils sont en gros déjà, ils ont vu toutes ces sociétés Internet qui ont prospéré sur leur fonds de pompé commerce, de la valeur sur leur tuyau, donc ils ne sont pas très contents, et ils voudraient reprendre un peu le contrôle. D'ailleurs, on en avait parlé il n'y a pas très longtemps, ils ont eu l'autorisation, comme les sociétés de l'Internet, de pouvoir récupérer les données, sachant que pour eux c'était un peu différent, c'était un peu différent des sociétés Internet, puisqu'en plus ils ont les données contractuelles de leurs clients. Donc avec ça, ils peuvent faire plus de choses. Donc pour en revenir à la neutralité du net, le point c'est que donc le nouveau directeur, alors je ne sais pas quel est son titre exact, mais enfin le nouveau patron de la FCC, donc la FCC c'est l'équivalent de l'ARCEP aux États-Unis, a déclaré officiellement qu'il était favorable à, en gros, casser la neutralité du net et donc à faire alors le terme est mauvais, mais priorisation, donc mettre des priorités en fonction des flux. Et ça c'est vraiment une rupture fondamentale avec le modèle de base de l'Internet. Alors c'est pas fait, hein, c'est pas lui qui va claquer en claquant les doigts, va mettre ça. Il va falloir que ce soit vraisemblablement peut-être même voté par le Congrès au final, donc ça va prendre du temps. Mais en tout cas, c'est un changement majeur sur le principe fondamental qui régulait l'Internet jusqu'à présent. Donc ça, on va le suivre de manière très très précise. Sachant qu'on rappelle pour nos lecteurs qui ne sont pas forcément familiers avec le paysage Internet américain, la situation est un peu différente de la situation française où vous avez quand même une concurrence sur un territoire donné entre différents opérateurs. Vous pouvez accéder à 3 ou 4 opérateurs sans trop de contraintes. Aux États-Unis, souvent, vous avez un acteur par quartier, par région géographique. Et effectivement, je l'ai constaté sur place. On pense qu'il y a la concurrence et tout, mais en fait, c'est une fausse concurrence. Je ne sais pas, si vous êtes en Floride, par exemple, vous avez un opérateur comme Comcast qui, en gros, est le seul. Et vous êtes obligé de... si vous êtes à Cincinnati, je prends le cas de Cincinnati, là c'est Cincinnati Bell qui est sans doute le pire des opérateurs locaux qui puissent exister. Et vous êtes, alors Comcast, je crois que Comcast est aussi présent sur place, mais en gros les deux ne sont pas concurrents. Ils se répartissent gentiment le marché. Donc finalement il n'y a pas du tout de concurrence aux États-Unis comme on pourrait le penser et comme ça existe en France. Donc toute cette problématique de neutralité, effectivement, est encore plus prégnante, d'autant que les opérateurs américains ont tendance à acheter du contenu, pas des acteurs de contenu. Hein. On rappelle que Verizon a racheté Yahoo. Et on en parlera tout à l'heure, effectivement. Donc, et de plus en plus. Et d'ailleurs, en France, c'est un peu pareil. Ils essayent d'aller sur des marchés adjacents, comme disait l'ancien patron de France Télécom. Parce que, évidemment, on l'a dit, ils ont les tuyaux, mais les tuyaux, c'est pas eux qui récupèrent la valeur de ces tuyaux. Donc, Bon, très bien. On verra ce que ça donne. Donc ça, c'était pour les actualités passées et futures. Et puis pour conclure, un coup de gueule, si j'ai bien compris. Alors en fait, deux petits points. Alors le premier, c'est un coup de gueule, ça c'est sûr. C'est le fait que Marissa Mayer, qui est l'ancienne patronne de Yahoo, va partir avec une enveloppe de 190 millions de dollars. Alors que son mandat, je sais pas, sa présidence n'a pas été un grand succès. Elle a tout raté, pour le dire clairement. Alors, est-ce qu'elle pouvait réussir? Peut-être pas, mais en tout cas, elle a tout raté. Et Yahoo, finalement, la valeur de Yahoo qui a été vendue à Verizon, qui a été révisée à la baisse, puisque vous vous souvenez que c'est des problèmes de sécurité. Oui. En fait, la valeur de Yahoo, c'était la participation de Yahoo dans Alibaba. Il se trouve que Yahoo avait eu le flair d'investir au bon moment dans Alibaba, et donc, mais la valeur, le portail Yahoo, ça vaut pas grand-chose. Donc, en gros, elle a échoué complètement, et par le phénomène de ses actions, des stocks options, etc., elle part avec 190 millions de dollars. Donc, on se dit que parfois, le système fonctionne pas très bien. Pas bien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est sur l'intelligence artificielle, c'est le croisement de deux informations. La première, c'est une déclaration du directeur intelligence artificielle d'Accenture qui dit, en gros, hein, j'ai plus l'idée, les chiffres précis en tête, mais l'idée, c'est que en 2035, l'intelligence artificielle permettra de multiplier par 2 la croissance des entreprises ou d'un pays. Donc ça, c'est une déclaration, je veux dire... on va dire un l'emporte-pièce, poliment. Oui, puis un peu valise, c'est-à-dire que est-ce qu'en 2035, on sera peut-être... j'espère qu'on sera encore là, l'un et l'autre, mais est-ce qu'on ira mesurer exactement, et puis qu'est-ce que c'est que... Bon, en tout cas, c'est une déclaration, je dirais, un peu générale.
qui peut laisser... Dubitatif, c'est exactement le terme. J'allais dire un peu plus fort, mais dubitatif, c'est mieux. Et puis en même temps, il y a eu une déclaration de Luc Julia, donc c'est l'ancien père de Siri. Donc Siri, c'est l'assistant personnel qu'on a dans notre iPhone. Qu'on n'utilise pas beaucoup. Et donc qui a revendu ça à Apple. Ça, c'était une bonne idée, qui a fait une déclaration à NetExplo qui s'est tenue à l'UNESCO le 26 et 27 avril, donc la semaine dernière, et qui, en gros, dit qu'il y a beaucoup de hype, de mousse, on va dire, autour de l'intelligence artificielle, qui contredit un petit peu cette affirmation la déclaration du patron d'Accenture. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que, malgré tout, c'est lui qui a développé Siri, qu'il a vendu à Apple. Il est reparti sur une autre start-up qu'il a vendue à Samsung. Maintenant, il est chez Samsung. Et en gros, il dit, finalement, les algorithmes qu'on utilise aujourd'hui, c'est quasiment les mêmes que ceux qu'on utilisait il y a 30 ans. En mathématiques, il n'a pas tort, c'est sûr. Et ce qui a changé, finalement, alors vous vous souvenez, dans les années 80, on parlait beaucoup des systèmes d'experts. Et en gros, je dirais que l'idée, c'était de reproduire l'intelligence humaine. Et ça, c'est une voie qui a complètement échoué. Finalement, la voie sur laquelle on est revenu, c'est l'utilisation de la force brute. Donc, en gros, on a des capacités de stockage énormes, de la puissance de calcul, et là-dessus, on utilise des algorithmes qu'on ne pouvait pas... parce qu'on n'avait pas la même puissance de calcul. Et on a les données, on a beaucoup de données. Et donc, c'est ça ce qui permet aujourd'hui de... Et c'est vrai que dans certains domaines, la traduction automatique, aujourd'hui, on peut dire que ça marche plutôt bien. C'est-à-dire, vous prenez un texte anglais, vous le traduisez en français. Je ne veux pas faire de publicité sur un moteur de traduction, mais le résultat est quand même assez spectaculaire. Là où il y a quelques années seulement, c'était encore catastrophique. Il fallait tout réécrire, donc ça ne servait à rien. La reconnaissance d'images, c'est pareil. Sauf que la méthode, c'est pas on va t'apprendre à reconnaître des images, on va te faire essayer de reconnaître des millions d'images, et à la fin, tu seras capable de savoir ce qu'est de faire la différence entre un chat et un chien. Vous faites ça avec un enfant de 2 ans, au bout de 3 fois, il sait ce que fait un chat, il sait ce que c'est qu'un chien. Voilà. Bon, donc le croisement des deux était assez intéressant. Très bien, merci Guy pour cette synthèse, cette analyse et ces débats. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Et puis, je propose qu'on se retrouve tout simplement la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. À très bientôt, merci.